Bien le bonjour. Peut-être que à la pharmacie, à la maison, dans une clinique, vous avez déjà pris votre pression artérielle avec cet appareil, c'est-à-dire un sphygmomanomètre. En réalité, ce que l'appareil a mesuré, c'est une différence de pression entre la pression la plus élevée, au niveau d'un fluide incompressible qui est le sang, et sa pression qui est la plus faible. Donc, dans cette vidéo, je vais revenir sur les trois principes qui sont associés aux variations de pression des fluides. On est parti. Donc, mon crayon. Donc, premier principe, probablement le plus simple, un fluide, que ce soit compressible ou incompressible, se déplace naturellement d'une zone où la pression est la plus élevée par une zone où la pression est plus faible. Donc, toujours la pression... Oups, je vais prendre un crayon, ça va aller mieux. Donc, de la plus élevée à la plus faible. Toujours le même principe. Voici quelques exemples. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai dessiné deux contenants qui sont unis par une espèce de petit passage, présentement fermé par une valve. Donc, peut-être avez-vous reconnu que c'est un fluide compressible, hein? Des particules qui sont réparties un peu partout, pas vraiment d'attraction entre elles. Bon, c'est pas évident à voir sur mon dessin. Mais c'est un fluide compressible, hein? Chaque particule va pouvoir faire une translation. Maintenant, la pression, on se rappelle, plus qu'il y a de collisions entre les particules et la paroi du contenant, plus la pression est forte. Donc évidemment, la pression va être plus forte du côté droit que du côté gauche. Donc qu'est-ce qui va se passer par ce premier principe? Si j'ouvre... Bon, là je vais voir un petit peu trop. Si j'ouvre la valve, mais qu'est-ce qui va se passer? Le fluide, naturellement, va partir de la zone où il y a plus grande pression pour se rendre à la zone où la pression est la plus faible. Et ce mouvement-là de fluide va se faire jusqu'à temps que les pressions soient égales. Donc que la pression du contenant de gauche et la pression du contenant de droite soient égales. À ce moment-là, le plus gros du mouvement va cesser. On ne pourra plus vraiment le percevoir. Des particules, par leur translation, vont certainement pouvoir aller de gauche à droite. Mais un mouvement macroscopique de fluide ne sera plus perceptible. C'est le même principe. Par exemple, prenons une bonbonne de propane. À quel endroit est-ce que la pression est la plus élevée lorsqu'on a une bonbonne qui est bien pleine? Évidemment, la pression va être plus grande dans la bonbonne qu'à l'extérieur. De ce fait, si j'ouvre la valve, ben naturellement, le propane va en sortir. Jusqu'à temps que quoi? Évidemment, si j'ai sa valve ouverte, jusqu'à temps que la pression à l'intérieur de la bonbonne et que la pression à l'extérieur de la bonbonne soit la même. À ce moment-là, le propane ne sortira plus. Lorsqu'on dit qu'une bonbonne est vide, en réalité, elle n'est pas vraiment vide. Il reste encore du propane à l'intérieur. Cependant, comme la pression dans la bonbonne et à l'extérieur de la bonbonne est la même, ben le propane en sort à peu près plus. Évidemment, si je veux aller chercher le propane qui reste, il faudrait que j'ai une pompe, par exemple, pour ce faire. Je donne deux exemples physiologiques rattachés au corps humain. Je vais commencer avec le système respiratoire. En fait, les processus d'inspiration et d'expiration. Bon, laissez-moi expliquer mon dessin pour commencer. Voici un personnage. Voici deux bras, pas de main. Je n'ai pas eu trop pressé pour en faire. Voici une tête. Voici une bouche qui est reliée à des tubes, en fait, des organes respiratoires, donc des conduits aériens, qui vont mener jusqu'aux poumons. Donc, comment fonctionne l'inspiration? Comment fonctionne l'expiration? Je vous le démontre avec deux petits dessins que j'ai faits. Commençons avec le personnage de droite. Donc, juste ici en blanc, vous avez le thorax, avec les deux poumons qui sont, bon, à peu près au centre. J'ai, fait par exprès, j'ai un peu, beaucoup, énormément, exagéré la taille du thorax. Donc, lorsque vous gonflez votre thorax, qu'est-ce qui arrive? C'est à ce moment-là qu'on fait une inspiration. Donc, on a dit que l'air va pouvoir passer de l'extérieur pour rentrer dans votre système respiratoire. Mais maintenant, pourquoi? Ben, souvenez-vous des concepts associés au fluide compressible. Là, on parle d'un fluide compressible, on parle d'air inspiré, d'air expiré. Donc, lorsque j'augmente le volume de ma cage thoracique, c'est ce que j'essaie de montrer ici, donc le volume de ma cage thoracique augmente, souvenez-vous que la pression va du même coup diminuer. Donc la pression à l'intérieur du système respiratoire, des poumons dans ce cas-ci, va devenir plus faible que la pression à l'extérieur.
Donc, puisque la pression est plus grande à l'extérieur, donc dans l'air autour de nous, que dans les poumons, mais l'air va rentrer naturellement. Donc, parce que les fluides vont toujours d'une zone de haute pression vers une zone de plus basse pression. Lorsqu'on fait une expiration, encore là j'ai exagéré mon bonhomme, lorsqu'on fait une expiration, c'est le contraire qui arrive. Si vous faites une bonne expiration, puis vous forcez une expiration, vous vous rendez compte que vous écrasez votre thorax. Donc, le volume du thorax diminue. De ce fait, la pression augmente. Donc, la pression à l'intérieur du système respiratoire devient plus grande que la pression à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que l'air va faire? Il va ressortir. Donc, c'est comme ça que l'air peut rentrer lors d'une inspiration et d'une expiration. Laissez-moi vous le montrer d'une autre façon. J'ai ici un petit modèle que j'affectionne beaucoup. Je vous explique le modèle. Ça ici, ça représente la cloche, ça représente le thorax. Le ballon au centre, la balloune, représente le poumon. Et ça ici en beige, cette espèce de pellicule en caoutchouc, représente le diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle que vous avez, là, je vais vous montrer un petit peu, que vous avez juste ici sous les poumons. Donc, et qui permet, notamment, c'est un des muscles qui permet de modifier le volume de votre thorax. Donc, lorsque j'abaisse, donc lorsque je tire sur la pellicule, ben, le volume intérieur augmente. Et lorsque j'écrase, j'appuie sur ma pellicule, ben, le volume intérieur diminue. Donc, on commence avec l'inspiration. Lorsqu'on fait une inspiration, qu'est-ce qui se produit? Ben, on augmente le volume de notre cage thoracique. Donc, autrement dit, si j'abaisse le diaphragme juste ici, mais regardez mon ballon, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous remontrer. Regardez, juste en tirant, je n'ai pas soufflé le ballon, hein. Tout ce que j'ai fait, c'est tirer sur la membrane, mais le ballon s'est gonflé. Pourquoi? Parce que le volume dans la cloche a augmenté, donc la pression a diminué, la pression est devenue plus faible à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, à cause de ça, comme la pression est plus grande à l'extérieur, ben, l'air va entrer. Ça, c'est l'inspiration. Expiration, on écrase une cage thoracique, on diminue le volume. Donc, je diminue le volume à l'intérieur. Qu'est-ce qui arrive? L'air va pouvoir sortir. Pourquoi? Parce que le volume a diminué dans la cloche, donc la pression a augmenté. La pression est devenue plus grande qu'à l'extérieur. Donc, de ce fait, ben, l'air en est sorti. Donc, inspiration, expiration. Donc, vraiment, les poumons sont passifs là-dedans. C'est vraiment le travail des muscles autour, c'est-à-dire le diaphragme et les muscles entre les côtes, qu'on appelle des muscles intercostaux, qui vont pouvoir changer le volume de la cage thoracique, donc changer la pression et pouvoir permettre ce mouvement de fluide, toujours d'une haute pression vers une plus basse pression. Maintenant, ce phénomène est assez semblable qui se passe à un autre endroit dans le corps, c'est-à-dire c'est relativement la même chose dans le cœur. Donc ça, c'est le cœur que vous avez juste ici. Donc si j'identifie quelques éléments, je vais prendre un crayon noir pour l'identifier, peut-être aller mieux. Donc, ici et ici, ce sont des veines qui ramènent le sang vers le cœur, du sang désoxygéné. Ce que vous avez ici en bleu sont des artères qui amènent le sang vers les poumons. Donc ça ici, ça ici. En rouge, ça montre les endroits où il y a du sang oxygéné. Donc ici, ici et là, ce sont des veines qui ramènent du sang oxygéné vers le cœur. Et ici, vous avez la plus grosse artère du corps, c'est-à-dire l'aorte, qui amène du sang oxygéné partout dans le corps. J'efface tout ça. Vous avez peut-être remarqué que le cœur se divise en 4 cavités. 1, 2, 3, 4. Les noms de tout ça, on va y revenir dans le chapitre associé évidemment au système cardiovasculaire. Mais voici ce que je veux que vous reteniez. On parle de pression de fluide. Quand on parle de fluide dans ce cas-ci, on parle évidemment du sang, un fluide incompressible. Lorsque le cœur se contracte, donc imaginez que le volume de chacune de mes 4 cavités diminue de taille. Hein, les muscles vont se contracter, donc ils vont écraser donc, ces cavités-là. Qu'est-ce que ça va causer? Bien évidemment, ça va diminuer le volume de ces 4 cavités-là. Donc, puisque le volume va diminuer, la pression de sang va augmenter, et le sang, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tendre à sortir du cœur.
Pourquoi? Parce que la pression dans le cœur va devenir plus importante que la pression à l'extérieur. Donc, de ce fait, le sang va suivre le mouvement naturel, donc pression élevée vers pression plus faible, pour sortir du cœur, pour aller à divers endroits. Lorsque le cœur est au repos, parce que oui, le cœur relaxe entre deux battements. Il relaxe pas longtemps, mais il relaxe quand même. Mais qu'est-ce qui va arriver? Le volume de mes 4 cavités va être plus grand. Les muscles sont relaxés, sont pas contractés, le volume va être plus grand. Donc la pression va être plus faible du même coup. La pression dans les vaisseaux sanguins environnants, elle va être plus élevée. Qu'est-ce qui va arriver? Naturellement, le sang va passer de ces vaisseaux-là et va entrer dans le cœur. Donc le sang va toujours suivre une zone de pression élevée vers une zone de pression plus faible. Et ce qui va beaucoup le déterminer, c'est les battements cardiaques. Pourquoi? Le volume va diminuer, pression augmente, volume augmente, pression diminue, et ainsi de suite. Je vous le montre aussi avec les vaisseaux sanguins. Bon, j'ai fait mon gros possible. Non, c'est pas vrai. Je suis allé assez vite quand même, mais j'essaie de faire le dessin le plus clair possible. Ça, c'est la vérité. Ce que vous avez ici, à droite, c'est une artère. Ce que vous avez à gauche, c'est une veine en bleu. Et ce que vous avez deux trucs en rouge ici, ce sont des muscles. J'ai essayé de faire. Donc ça, c'est un muscle. Et en voici un autre muscle. Je m'explique. Les artères, ce sont les vaisseaux sanguins qui ont la plus grande pression sanguine. Donc la pression sanguine est toujours plus grande dans les artères que dans les veines. Oups, je vais faire un peu plus petit que ça. Dans les veines. Fait que naturellement, le sang va aller où? Il va partir des artères pour se rendre jusqu'aux veines éventuellement. Évidemment, ici, il y a comme un espace. C'est parce qu'il y a des beaucoup plus petits vaisseaux sanguins qui sont rattachés, mais je ne voulais pas complexifier inutilement justement mon explication. Donc, je suis allé très, très simplement. Donc, pression dans l'artère, beaucoup plus grande que pression dans les veines. De ce fait, le sang va passer des artères vers les veines. En fait, la pression dans les veines est pratiquement nulle. Et c'est la raison pourquoi j'ai dessiné des muscles. Pour que le sang puisse circuler dans les veines, il y a besoin d'aide de collègues. Donc, qu'est-ce que les muscles vont faire? Les muscles, en se contractant, vont prendre plus d'espace. Du même coup, ils vont écraser la veine. Qu'est-ce qui va arriver? Comme la veine va être plus écrasée, la pression va être plus grande. Donc, le sang va pouvoir circuler d'une zone, une plus grande pression vers une zone où, par exemple, les veines ne seraient pas contractées, donc plus larges. Donc, une zone de pression plus élevée vers une pression plus faible. Et c'est comme ça qu'éventuellement, le sang va pouvoir revenir vers le cœur. Vous avez peut-être aussi remarqué que j'ai dessiné des espèces de structures un peu étranges. Ça ici. La pression est tellement faible dans les veines que le sang, donc s'en va comme ça ici, mais on ne voudrait pas qu'éventuellement retourne en arrière. Alors, ça serait problématique, même très problématique. Donc, ce que j'ai dessiné ici, ça ici, ce sont des valves. Donc, les valves laissent le sang passer d'un sens, mais l'empêchent de faire retour en arrière. Les artères n'ont pas besoin, mais les veines sont pleines de valves, surtout dans les membres inférieurs, dans vos jambes par exemple, pour justement empêcher ce retour de sang. Mais que ce soit dans le cœur, dans les poumons, que ce soit dans les veines et artères, toujours le même principe, les fluides vont d'une zone où la pression est plus forte vers une zone où la pression est plus faible. Il nous reste 2 principes à observer. Allons-y. Donc, je vais les mettre de pair ensemble. Le principe numéro 2, toujours par rapport aux variations de pression dans un fluide, si on exerce une force sur un fluide incompressible dans un milieu fermé, la pression sera la même dans tout le fluide. Explication avec un schéma. Donc, ce que vous avez là, c'est un milieu qui est fermé envers un fluide incompressible, peu importe lequel, et en rouge, ce sont 2 pistons. Un peu comme le piston que j'aurais, bon, on va laisser ça là, sur une seringue. Hein. En rouge, donc, c'est cette partie-là, un piston. Donc, autrement dit, par exemple, je pourrais mettre une force de compression. Boy, je vais essayer de faire un petit peu mieux que ça. C'est un petit peu mieux. Donc, une force de compression, par exemple, sur la gauche. Donc, le deuxième principe, ce qui nous spécifie, c'est que si je mets une force, évidemment,
sur une surface, il y a une pression qui se crée. Mais la pression va être partout la même, compte tenu du fait que le fluide, dans un milieu fermé, il ne peut pas s'échapper. Évidemment, s'il y avait une cavité ici, une ouverture, ben oui, là, mon fluide pourrait s'échapper, la pression, c'est plus la même partout. Mais comme on a un milieu qui est fermé, la pression est la même partout. Le troisième principe, ce qui spécifie, c'est que on peut amplifier une force avec un transfert de pression. Je m'explique. On va faire un petit calcul mathématique. Donc, vous avez peut-être remarqué ici que j'ai à gauche un premier piston et à droite un deuxième piston. Disons que sur le piston de gauche, je mets une force de 50 newtons. Sur un piston dont l'air, par exemple, est de, disons, 10 cm². À droite, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai un piston dont la force, j'ignore. Donc, je sais que je mets une force ici, donc nécessairement, ça va causer une force dans l'autre sens. Si je force là, ben, le piston va forcer de l'autre côté. Mais disons que je sais que l'air, par exemple, bon, c'est un gros piston, disons que l'air, c'est 1 mètre carré. La question est, quelle est la force que je peux mettre avec le piston de droite? On va pouvoir le résoudre. Donc, on est parti. Je peux trouver la pression que je vais mettre dans le fluide. Comment? On se souvient que la pression, c'est la force divisée par l'air. La force, c'est 50 newtons. L'air, c'est 10 cm². Souvenez-vous, la pression, c'est toujours en mètres carrés. Or, 10 cm², ben, c'est combien de mètres carrés? Ben, pour passer de centimètre à mètre, je vais diviser par 100. Mais si je veux passer de centimètre carré à mètre carré, je vais diviser par 100 au carré. Autrement dit, je vais diviser par 10 000. Et si je fais 10 divisé par 10 000, ben je vais arriver à 0,001 mètre carré. 1 millième de mètre carré, finalement. Donc, la force que je mets sur mon piston gauche, c'est 50 newtons. L'air, c'est 0,001 mètre carré. Donc, si je fais 50 divisé par ça, j'obtiens 50 000 newtons par mètre carré. 50 000 newtons par mètre carré, c'est 50 000 pascal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, partout dans mon fluide, partout, ça va être 50 000 newtons par mètre carré ou 50 000 pascal si vous préférez. Mais la question n'est pas là. La question, c'est quelle force est-ce que je peux déployer avec ce piston? Mais maintenant, c'est réglé. On sait que la pression est partout dans le fluide la même, 50 000 newtons par mètre carré. Bien, sachant ça, sachant que ma pression est 50 000 newtons par mètre carré, l'air de mon piston de droite, c'est 1 mètre carré. La force, c'est ce que je cherche. Donc, la pression est égale à la force sur l'air. Moi, ce que je cherche, c'est la force. Donc, je vais isoler la force. Pour ce faire, je vais faire fois l'air de chaque côté. Donc, mes airs ici s'annulent. Donc, A fois P va être égal à F. Donc, l'air est de 1 mètre carré. La pression est 50 000 newtons par mètre carré. Mètre carré s'annule ici. Donc, ça va me donner, c'est assez simple évidemment comme calcul, 50 000 newtons. Autrement dit, je reviens au troisième principe. Puisque l'air de mes deux pistons n'est pas la même, et que la force, évidemment, ne sera pas la même, parce que la pression, elle, est la même, bien, si je mets une force de 50 newtons à gauche ici, je vais pouvoir mettre une force de 50 000 newtons qui va être déployée avec le piston de droite. Pour simplifier le tout, si vous avez ce genre de principe, sachez que le principe de Pascal va comme suit. Mais la force sur le piston 1, divisé par l'air du piston 1, va être égale à la force qu'on peut déployer avec le piston 2 sur l'air du piston 2. Ça, c'est vrai évidemment parce que la pression du côté gauche est la même que la pression du côté droit. En fait, la pression est partout la même. Donc, voilà pour les principes associés aux variations de pression. Si je reviens à la prémisse de départ, donc ce que le sphygmomanomètre mesure,
Ce sont différentes valeurs que je vous présente. La première, c'est la pression systolique. Donc, dans mon cas, 117. 117 quoi? 117 mm de mercure. Le millimètre de mercure, c'est une unité, encore une fois, qui mesure une pression. Donc, la pression systolique, qu'est-ce que c'est? C'est la pression artérielle, donc la pression dans l'artère brachiale, dans ce cas-ci, qui est la plus élevée, c'est-à-dire lorsque le cœur se contracte. La deuxième, la pression diastolique, 66 mm de mercure dans mon cas, c'est la pression artérielle lorsque le cœur est au repos, donc la pression qui est la plus faible. La troisième valeur, ça n'a pas vraiment de lien avec la pression, c'est-à-dire le nombre de pulsations cardiaques par minute. Dans mon cas, c'était 60 battements par minute. C'est important de prendre une fois de temps en temps sa pression artérielle. C'est un des meilleurs indicateurs pour connaître notre santé cardiovasculaire.